Selma Lagerlof, l'hôte de Noël. Jadis, une bande de bohèmes et d'artistes avait trouvé un refuge dans un vieux manoir de la province du Vermland, et sous le nom de cavaliers d'Ekébus, ils y avaient mené une ronde effrénée de plaisirs et d'aventures. Un de ces cavaliers était le petit Ruster, celui qui savait transposer les airs de musique et jouer de la flûte. Où il était d'humble naissance, pauvre, sans famille ni foyer, et quand la compagnie joyeuse se dispersa, il connut des temps durs. Plus de cheval, plus de voiture, plus de pelisses ni de bons paniers chargés de provisions. Il dut aller à pied de domaine en domaine, ses frusques enveloppés dans un mouchoir bleu à carreaux, le pardessus boutonné jusqu'au menton afin de dissimuler l'état du gilet et de la chemise. Il portait toute sa richesse au fond de ses poches, une flûte dévissée, une gourde d'eau-de-vie et sa plume. Si les temps étaient restés les mêmes, ce copiste de musique n'aurait point chômé. Hélas, de jour en jour, les gens du Vermland se désintéressaient des mélodies et des beaux airs. On reléguait dans les greniers les guitares aux rubans d'étain et aux chevilles fatiguées, les corps de chasse dont les glands et les freluches s'effiloquaient, et la poussière s'épaississait sur le cercueil des violons. À mesure que la flûte et la plume du petit Ruster travaillaient moins, sa bouteille besognait davantage. Il devint un ivrogne fieffé. Encore qu'on le reçût comme un vieil ami, son arrivée causait de l'ennui et son départ du plaisir. Il apportait avec lui de mauvaises odeurs et des relents d'alcool, et dès le second grog, les yeux déjà vagues, il entamait des histoires désagréables. Et il était l'éternelle appréhension des maisons hospitalières. Or, quelques jours avant Noël, il alla à Löedala, où demeurait Liliecrona, le grand violoniste. Ce Liliecrona avait été lui aussi un cavalier d'Ekébus et un des plus épris de cette vie tumultueuse. Puis il était revenu à sa famille et n'avait plus bougé. Quand Ruster se présenta au milieu des nettoyages et des préparatifs de la fête, et qu'il demanda de l'ouvrage, Liliecrona lui donna quelques morceaux de musique à copier. « Oh, tu aurais mieux fait de le laisser partir, lui dit sa femme. Il va traîner les choses en longueur et nous serons obligés de le garder pendant la Noël. Mais il faut toujours qu'il soit quelque part, répondit Liliecrona. Et il offrit des grogues à Ruster, et il lui tint compagnie et revécut avec lui son temps de bohème. Au fond, la société de Ruster le gênait un peu et l'attristait, mais il n'en voulait rien dire, car ses souvenirs de vieille amitié et ses devoirs d'hôte lui étaient également sacrés. Depuis 3 semaines, on se préparait chez les Liliecrona à célébrer la Noël. Depuis 3 semaines, on vivait en plein remue-ménage et en pleine fièvre. On s'était fatigué et rougi les yeux à faire des chandelles. On avait gelé et à brasser la bière dans la buanderie, et dans le magasin des provisions, à saler la viande et à hacher les saucisses. Mais les domestiques, aussi bien que la maîtresse, supportaient sans murmure ce surcroît de labeur, car ils savaient que, leur tâche terminée et la sainte nuit venue, un doux enchantement descendrait sur eux, et que les plaisanteries et les gais propos leur monteraient naturellement aux lèvres, et que leurs pieds auraient des ailes pour les danses, et que les vieux airs et les vieilles rondes oubliées sortiraient soudain des coins obscurs de leur mémoire. Et comme tous alors se sentiraient bons. Mais le petit Ruster était venu, et la maîtresse et les servantes et les enfants tombaient d'accord que leur Noël était gâté. La présence de Ruster leur pesait sur le cœur. On craignait que Liliecrona, en remuant ses souvenirs, ne réveillât son humeur nomade et que le grand violoniste, qui jadis ne pouvait rester longtemps au milieu des siens,
ne fut encore perdu pour sa famille. Et comme il s'était fait chérir depuis 2 ans qu'on avait le bonheur de le posséder, il se prodiguait, il était l'âme de la maison, surtout à Noël. Ce n'était pas alors sur le canapé ou dans la chaise à bascule, mais sur un grand escabeau tout luisant d'usure qu'il s'asseyait au coin du feu. Et là, tour à tour conteur et musicien, devant sa maisonnée attentive et ravie, il courait les aventures et galopait à travers le monde jusqu'aux étoiles. Et toute la vie devenait haute, belle et riche au rayonnement de cette seule âme. Aussi l'aimait-on comme on aime la Noël, le soleil et le printemps. Mais le petit Ruster était venu, et la fête était compromise. Leur travail ne servirait plus à rien si l'esprit du maître était détourné de son foyer. Et puis pouvait-on voir d'un œil calme cet ivrogne installé à la table de Noël, dans une honnête et pieuse famille, dont il abîmait toute la joie. La veille de Noël, au matin, le petit Ruster, ayant achevé de copier sa musique, parla vaguement de s'en aller, bien que son intention fût de rester. Sous l'influence de la maussaderie générale, Liliecrona répondit en termes aussi vagues que Ruster ferait peut-être mieux de demeurer où il était pendant la Noël. Mais le petit Ruster était fier et ombrageux. Il retroussa ses moustaches et secoua la crinière qui s'élevait sur sa tête comme un nuage noir. Que voulait dire Liliecrona? Pensait-il que lui, Ruster, était embarrassé? Mais dans toutes les forges du pays, on l'attendait, on l'espérait. Son lit était fait, son verre déjà rempli. Il avait de l'ouvrage et des invitations à savoir par où commencer. Fort bien, dit Liliecrona. Je ne te retiendrai pas. Après le déjeuner, le petit Ruster emprunta la pelisse et la fourrure. On fit atteler un traîneau et on recommanda au valet qui devait le conduire de fouetter le cheval car une tempête de neige menaçait. Personne ne croyait sérieusement que Ruster fût le bienvenu sous aucun toit. Mais on écartait cette pensée fâcheuse, tant on se félicitait d'être délivré du personnage. Ah, il a voulu partir, disait-on. C'est lui qui l'a voulu, et maintenant, soyons gais. Mais quand vers 5 heures on se réunit autour de l'arbre pour danser, Liliecrona, soucieux, taciturne, ne s'assit point sur l'escabeau merveilleux et ne toucha pas au bol de punch. Il ne lui revenait pas la moindre danse en mémoire et son violon n'était pas accordé. On danserait, on chanterait sans lui. Alors sa femme s'inquiéta, les enfants se mirent à bouder, tout alla de travers. On eut une veille de Noël absolument manquée. Le riz s'attachait au fond des casseroles, les chandelles crépitaient et crachotaient au lieu de brûler, les bûches fumaient, il entrait dans les chambres des bouffées d'air glacial. Le valet, qui accompagnait Ruster, n'était pas encore de retour. La cuisinière pleurait et les bonnes se querellaient. Et tout à coup, Liliecrona s'aperçut qu'on n'avait pas mis dans la cour la botte de blé pour les oiseaux. Et il se plaignit amèrement des femmes qui oubliaient les anciennes traditions et qui n'avaient pas de cœur. Mais tout le monde comprit bien qu'il songeait moins aux oiseaux qu'au petit Ruster, et qu'il se repentait de l'avoir laissé partir une veille de Noël. Il entra bientôt dans sa chambre dont il referma la porte, et on entendit jouer sur son violon des airs étranges comme au temps jadis, quand sa maison lui devenait trop étroite, des airs provoquants et railleurs et pleins d'une orageuse nostalgie. Sa femme se dit « Il sera parti demain, si Dieu ne fait un miracle cette nuit. Oh, voilà que notre inhospitalité a causé le malheur que nous voulions éviter. » Cependant, le petit Ruster courait sous la tempête.
Il alla de porte en porte, demandant du travail, mais il ne fut reçu nulle part. On ne l'invitait même pas à descendre du traîneau. Les uns avaient leur maison remplie d'invités, les autres devaient passer la Noël chez des amis. On pouvait, à la rigueur, le supporter quelques jours dans les semaines ordinaires, mais pas une veille de Noël. L'année n'en a qu'une et les enfants se préparent à en jouir dès l'automne. Comment mettre cet homme à la même table que les enfants? Et maintenant qu'il s'adonnait à la boisson, on ne savait où le loger. La chambre des domestiques n'était pas assez bonne pour lui, et la chambre des autres l'était trop. Et le petit Ruster continuait son chemin, fouetté par les tourbillons de neige. Ses moustaches trempées pendaient tristement. Ses yeux injectés ne distinguaient plus rien, mais, peu à peu, les fumées de l'eau-de-vie qu'il avait bue se dissipèrent. Il commença de s'étonner, de se demander la raison de ce qui lui arrivait. Était-il donc possible que nul ne voulût l'accueillir? Et tout à coup, il se vit lui-même. Il se vit tel qu'il était, dégradé, ruineux, un misérable qu'on ne recevait qu'à contre-cœur. « Oh, c'est fait de boise, dit-il. Plus de musique à copier, plus d'air de flûte. Personne au monde n'a le moindre besoin ni la moindre pitié de Ruster. » Les rafales se succédaient, soulevant des colonnes de neige qu'elles entraînaient au milieu des champs dans une ronde vertigineuse. Puis elles passaient, et la neige dansante retombait et s'affaissait au creux des fossés. « Voilà la vie, se dit Ruster. On danse, et après la danse, la chute. On est un pauvre flocon, recouvert par beaucoup d'autres flocons. Mais quand le moment est venu, ce sont des plaintes et des larmes. À mon tour maintenant. » Il ne se souciait guère de savoir où le conduisait le valet. Ce ne pouvait être qu'à la mort. Le petit Ruster ne maudissait ni la flûte, ni la joyeuse bohème des jours enfuis. Il ne se disait pas que mieux eût valu pour lui labourer la terre ou ressemeler des chaussures, mais il déplorait de n'être désormais qu'un instrument usé dont la joie ne tirerait plus d'accord. Il n'accusait personne. Quand le corps est fêlé et la guitare fendue, on s'en débarrasse. Il se sentait très chétif, très solitaire, très inutile, très perdu. Le froid et la faim le tueraient la veille de Noël. Le traîneau s'arrêta. Il vit des lumières autour de lui, il entendit des voix douces. Des gens l'aidèrent à entrer dans une pièce bien chaude et lui firent boire du thé bouillant, pendant qu'on lui ôtait sa pelisse et que des mains tièdes frottaient ses doigts engourdis et que des souhaits de bienvenue bourdonnaient à ses oreilles. Il en fut tellement étourdi qu'il mit un bon quart d'heure à se reconnaître chez les Lilier Cronat. Le valet, fatigué de courir d'une ferme à l'autre sous la tempête, avait pris le parti de revenir à la maison. Mais Ruster comprenait moins encore l'accueil empressé dont il était l'objet. Il ne se dit pas que son hôtesse, émue de compassion à l'idée du triste voyage qu'il avait fait et de toutes les portes qui s'étaient refermées devant lui, par cet après-midi de grande fête, en avait oublié ses propres soucis. Lilier Cronat, toujours enfermé dans sa chambre, ignorant le retour de Ruster, continuait sur son violon sa folle et sauvage musique. Ruster était assis dans la salle à manger avec les enfants. Les serviteurs, qui d'ordinaire venaient s'y asseoir la veille de Noël, avaient cherché dans la cuisine un refuge contre l'ennui qui s'était abattu sur les maîtres. La femme de Lilier Cronat s'approcha de Ruster. « Mon mari jouera toute la soirée, dit-elle. Il faut que je veille au souper. Oh, les enfants sont tout à fait abandonnés. Ne voulez-vous pas, Ruster, vous occuper des deux plus petits ?» Les enfants étaient une espèce de gens que Ruster n'avait point accoutumé de fréquenter. «
Vous n'en rencontrez guère sous les tentes, ni dans les auberges, ni aux orgies, ni sur les routes de la Bohême. Il éprouvait devant eux une grande timidité et ne trouvait rien à leur dire. Il tira sa flûte et leur en laissa tapoter les clés et les trous. Le plus jeune, qui avait 4 ans, et l'aîné qui en avait 6, prirent leur première leçon de flûte et s'en montrèrent vivement intéressés. « Voici le do, dit-il, et voici le ré. » Et saisissant une feuille de papier, il leur dessina ces notes. « Mais non, s'écrièrent-ils, c'est pas ainsi qu'on écrit do. » Et de courir chercher leur alphabet. Alors Ruster les interrogea sur leurs lettres. Ils en savaient, ils en ignoraient. Leur connaissance n'était pas encore très étendue. Ruster, piqué au jeu, les assit sur ses genoux et se mit en devoir de compléter leur instruction. La mère allait et venait de la cuisine à la salle à manger, et, toute surprise, écoutait. Les enfants riaient et répétaient avec docilité leur ABCD. Mais peu à peu, l'attention de Ruster se relâcha, sa gaieté s'évanouit et les pensées qu'il avait agitées sous la tempête lui remontèrent à l'esprit. Oui, c'était beau et charmant, mais passager. Il n'en était pas moins fini et condamné. Et tout à coup, il jeta ses mains sur son visage et se prit à pleurer. La femme de Lilie-Cronard s'avança vivement. « Ruster, dit-elle, je vous comprends. Vous croyez que vous n'avez plus rien à faire ici-bas. La musique ne donne guère, et l'eau de vie vous ruine. Mais tout n'est pas perdu. »« Oh, si !» s'enclota le petit flûtiste. « Mais voyons, apprendre à lire et à écrire aux enfants, être assis près d'eux comme ce soir, ne serait-ce point quelque chose? Et qui voudrait remplir cette tâche ne serait-il pas partout le bienvenu? Les enfants ne sont pas des instruments plus humbles que la flûte et le violon, regardez-les, Ruster. Mais je n'ose pas, murmura Ruster, car il lui semblait presque douloureux de contempler à travers ses beaux yeux leurs âmes pures. La femme de Lilie-Cronard se mit à rire d'un bon rire heureux et clair. « Vous vous y habituerez, Ruster. Vous resterez chez nous cette année comme maître d'école. » Lilie-Cronard, qui avait entendu ce rire, sortit de sa chambre. « Qu'y a-t-il » ? « Bien, il y a seulement, répondit sa femme, que Ruster est revenu et que je l'ai engagé pour apprendre à lire et à écrire aux enfants. »« Tu as fait cela » dit-il à voix basse. « Tu as fait cela, mais a-t-il donc promis de... » ?»« Non, non, il n'a rien promis, mais il verra qu'il faut se garder de bien des choses quand on doit chaque jour rencontrer les yeux des enfants. Si ce n'eût été de la Noël, j'aurais hésité ou reculé peut-être. Mais quand le bon Dieu ne craignait pas de mettre son petit enfant, son propre fils, parmi nous autres pécheurs, je pense que je puis, moi, donner à mes petits-enfants l'occasion de sauver une âme. » Lilie-Cronard ne répondit rien, mais toutes les rides de son visage se tirèrent et tremblèrent. Il s'inclina vers sa femme, lui prit la main et la baisa pieusement. Puis il cria « Et tous les enfants veulent venir ici baiser la main à mère !» Et l'on eut un joyeux Noël dans la maison de Lilie-Cronard.